Bonjour et bienvenue dans Point de vue, l'émission quotidienne du Figaro Live de décryptage de l'actualité et d'échange d'opinions sur cette même actualité. De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec mes 4 invités de prestige? Eh bien, tout d'abord, nous reviendrons sur le congrès du Front National qui s'est déroulé ce week-end à Lille, dans cette terre du Nord où le parti de Marine Le Pen obtient souvent d'excellents scores électoraux. Entre la venue surprise de Steve Bannon, l'ancien conseiller spécial de Donald Trump, le changement de nom du parti à défaut de sa ligne politique, la formalisation du départ de Jean-Marie Le Pen et l'incident d'Avi Rodriguez, cet assistant parlementaire de Marine Le Pen, suspendu du mouvement après avoir été filmé en train de proférer des insultes racistes dans une vidéo dont on cherche quand même à établir l'authenticité, eh bien je demanderai aux uns et aux autres ce qu'ils ont retenu de ce grand raout riche en péripéties. Nous évoquerons ensuite le voyage d'Emmanuel Macron en Inde, qui multiplie à la fois les rencontres officielles, les visites de lieux symboliques, les signatures de contrats et les comptes rendus en texte et en images sur les réseaux sociaux. Diplomatie, économie ou communication, nous nous poserons la question, de même que nous nous demanderons, 80 ans après sa naissance, s'il ne faut pas au fond tout simplement privatiser la SNCF pour en finir avec les sempiternels débats sur sa réforme indispensable qui aboutit généralement au maintien d'un statu quo qui ne satisfait personne. Enfin, autre anniversaire, il y a 5 ans, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio montait sur le trône de pierre sous le nom de François et avec la ferme volonté de réformer l'Église catholique et la curie romaine. A-t-il réussi en partie? Est-il un vrai révolutionnaire ou un conservateur déguisé en réformateur? Eh bien, cette question, comme les précédentes, vous pouvez vous-même y répondre sur les réseaux sociaux via le Figaro Live et le hashtag Point de vue. Mais vous allez surtout écouter et regarder nos invités le faire. Ces invités, qui sont-ils? D'abord, honneur aux femmes, ou plutôt à la femme, Lucille Schmitt, coprésidente de la Fondation Verte Européenne, ancienne élue du Parti Socialiste. Vous avez rejoint Europe Écologie Les Verts et vous avez publié récemment La France résiste-t-elle à l'écologie aux éditions Le Bordelot. Vous êtes aussi la grande coordinatrice d'un remarquable dossier paru dans la revue Esprit cet hiver consacré au monde de l'écologie. Que d'humour, cher Jean-Christophe. Avec nous aussi, à propos d'humour, l'irremplaçable Philippe Meyer, ancien de la revue Esprit aussi, il y a bien longtemps, mais aussi du Point, de l'Express. Vous avez aussi animé évidemment pendant 20 ans l'Esprit public sur France Culture que vous ressuscitez brillamment sur le web avec le nouvel Esprit public en ligne chaque dimanche et disponible en podcast. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, dont le dernier chez Robert Laffont, Les gens de mon pays, qui est un superbe tour de France personnel qui nous rappelle les charmes de la France et surtout de ceux qui l'habitent. Le redoutable Christophe Devoogd est aussi parmi nous, historien, professeur à Sciences Po, spécialiste notamment des Pays-Bas. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier a été publié par la Fondapol, Réformer, quel discours pour convaincre? C'est un sujet qui tombe très bien avec les 4 sujets d'actualité de ce jour, il me semble. Et enfin, je salue la présence de l'incomparable Alexandre de Vecchio, une des vigies du Figaro Vox, cofondateur du comité Orwell et par ailleurs auteur d'un excellent essai, Les nouveaux enfants du siècle, aux éditions du CERF. Merci. Alors, mesdames, messieurs, commençons avec ce congrès du Front National à Lille ce week-end, qui fut donc son dernier, puisque le parti fondé par Jean-Marie Le Pen et toujours dirigé par Marine Le Pen, qui en a été réélue présidente, a changé officiellement de nom. Il s'appelle désormais Rassemblement National. C'est une chose que nos internautes, je crois, approuvent, puisqu'on leur a posé la question, pour savoir si le Front National avait raison de changer de nom, et à 60%, ils estiment qu'il a eu raison. Ce n'est pas tout à fait l'avis, par exemple, du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, qu'on écoute. Voici ce qu'il a dit ce matin sur France Inter à ce sujet. Je trouve désastreux que l'on abandonne le nom de Front National, car c'est un repère inimitable et incontournable. Le Rassemblement National, c'est un nom qui a été utilisé par vous-même en 1986. Oui, bien sûr, c'est pour ça que ça n'apporte rien de nouveau, mais le fait que ça ne s'appelle plus Front National, c'est un véritable assassinat politique. Assassinat politique. Alors vous, Philippe Meyer, est-ce que vous considérez que c'est un assassinat politique? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce changement de nom? Je trouve que c'est bien peu de choses. C'est bien peu de choses, d'autant plus que je ne sais pas où ça en est au moment où nous parlons. Je n'ai pas eu le temps de regarder avant de venir. Mais ce matin, à la fin de la matinée encore, on n'était pas sûr que l'ex-Front National ait le droit de s'appeler Rassemblement National, puisqu'il existe un parti gaulliste européen, souverainiste mais européen, un peu à la Max Gallo, si vous voulez, qui aurait déposé, l'Institut de la propriété industrielle, aurait déposé cette appellation. Et je me disais quand même, supposons que cette propriété soit exacte et confirmée. De quoi va avoir l'air Marine Le Pen si elle revient devant son bureau politique puis devant ses militants en disant « Oups », comme on dit dans les bandes dessinées, je m'ai gouré.
Et on ne peut pas. Il faut qu'on s'appelle autrement, parti sans laisser d'adresse ou parti je ne sais pas quoi. Bon, ça dénote d'un manque de professionnalisme, vous voulez dire ? C'est-à-dire, il faut vérifier que ce Rassemblement national, il existe, c'est certain. On en trouve des traces sur Internet. Qu'il est propriétaire du titre, ça, il faut le vérifier. Quand je suis parti pour arriver ici, je n'avais rien qui me permette de le dire. Mais enfin, c'est très peu de choses, ce Rassemblement national. 2, dans le discours, il n'y a rien qui soit nouveau, sauf le fait de faire du nouveau avec de l'ancien, puisque c'est précisément, je ne comprends pas comment le père de Marine Le Pen peut trouver que c'est un assassinat politique au moment même où sa fille reprend, en essayant de leur redonner vigueur, tous les thèmes qui ont fait le Front National de Jean-Marie Le Pen. Et puis enfin, j'ai l'impression que à l'intérieur de tout ça, ce sont les frontistes qui parlent aux frontistes, mais ils ne parlent pas au reste de la France, et je ne crois pas que rien de ce qu'on a pu voir hier soit de nature à effacer l'échec, la catastrophe du débat du second tour. Alors justement, Guillaume Tabar remarquait dans le Figaro ce matin que finalement le discours de Marine Le Pen d'1h30, pendant 1h15, elle a très bien parlé de l'aspect national, mais le côté rassemblement, elle était assez timide sur le sujet. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle veut réellement rassembler, quitte à prendre un nom qui appelle au rassemblement, ou c'est encore un cache-sexe ? Moi, ce que je pense, c'est que là où il y a assassinat, c'est qu'elle a assassiné son père. C'est-à-dire que c'est un peu la psychanalyse de bazar, mais la vérité, c'est qu'ils ont quand même supprimé la fonction de président d'honneur. Donc je pense que Jean-Marie Le Pen, en parlant d'assassinat, parle de son propre assassinat et pas de celui du parti. Ça me semble assez clair. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme vient de le dire Philippe Meyer, je pense que la montagne a accouché d'une souris. C'est-à-dire que passer de Front National à Rassemblement National, c'est comme tiédir d'abord les choses. Et j'ai écouté effectivement l'argumentaire de Marine Le Pen. Je le trouve pathétique. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle veut rassembler au moment où elle est la plus seule, la plus isolée. Donc dire ça, c'est d'une certaine manière une antiphrase, et c'est au contraire prouver qu'elle craint l'isolement, ça me semble assez clair. En plus, inviter Steve Bannon, c'est comme une espèce de résonance un peu ratée du fait que Marion Maréchal Le Pen a été invitée évidemment chez les conservateurs aux États-Unis. Franchement, c'est de la seconde zone au moment où Steve Bannon est plutôt quelqu'un qui est ostracisé par rapport à l'évolution de Donald Trump. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très raté, et quelque part par rapport à ce que vient de dire Philippe Meyer, je trouve que c'est comme si on ne pouvait pas dépasser le ratage effectivement de ce débat qui entraîne toute une série de ratages perlés. Et il y a une espèce moi, je pense qu'à l'issue de ce congrès, si j'étais un électeur ou une électrice du Front National, je voterais pour Laurent Wauquiez. Alors justement, à propos de Steve Bannon, je vous propose d'écouter 2 réactions à la venue de Steve Bannon, celle de Jean-Marie Le Pen et puis celle de Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Front National, ce matin sur Radio Monte-Carlo. Reçu Steve Bannon. C'est intéressant, oui, je trouve que c'est... Oui, vous êtes fier. Vous êtes fier, sincèrement. Oui, parce que moi, j'aime bien... Vous partagez ces choix ? Je ne partage pas forcément tous ces choix en matière de politique intérieure américaine. Je ne parle pas de politique intérieure américaine, on s'en moque. Non, mais je trouve que c'est intéressant de recevoir des gagnants. J'ai trouvé assez singulier que le mouvement national français place son congrès sous l'égide d'un leader politique étranger. Je trouve ça là aussi assez pittoresque et assez paradoxal. Christophe Devoise, c'est un joli coup quand même d'avoir fait venir Steve Bannon, parce qu'on a l'impression que le Congrès allait être pollué par l'éventuelle irruption de Jean-Marie Le Pen, la scission de Florent Philippot, et puis finalement c'est un peu atténué ce genre de risque, la venue de Steve Bannon qui a fait l'événement pendant tout le week-end. Oui, alors d'abord vous avez rappelé que je suis historien, alors juste un petit fait, moi j'ai vu juste avant de venir, mais alors vraiment in extremis, que en fait ce parti, ce mouvement national aurait cédé ses droits de propriété sur le titre, donc elle a quand même dû vaguement... J'imagine, et ils ont dû mettre... mais je suis tout à fait d'accord avec les conclusions. Mais c'est bizarre parce que le patron de ce Rassemblement National a fait ce matin un communiqué pour dire qu'il n'était pas question que le Front National... Oui, mais alors justement, il y aurait eu un autre... Il paraît que ce ne serait pas la même personne, etc. Enfin bref. Mais ça m'étonnerait quand même... À moins vraiment, en effet, qu'elle soit très amateur, qu'il n'y ait pas eu de vérification à l'INPI, ce qu'on fait, ce que vous feriez n'importe quoi pour un titre de bouquin, par exemple. Bon, d'une part... Dans les enfants du siècle, je pense qu'Alexandre voulait faire ça, mais il fait les nouveaux enfants du siècle, parce que c'était déjà pris... Et si Bannon, moi je vais tout à fait dans le sens, je pense qu'en effet, c'est pas une idée géniale, mais là, j'y mets une hypothèse. Je pense qu'elle a voulu, en choisissant le mot « Rassemblement National », qui est un mot de son papa, finalement, et qui est ici un mot, on oublie, de Tixet-Vignancourt, c'est-à-dire une base conservatrice beaucoup plus traditionnellement, je dirais, notée. Et elle a voulu, comme cela, je crois, un peu couper l'herbe sous le pied de Marion.
avec Steve Bannon et avec son Rassemblement national. Alors, toute la question est, et ça c'est plutôt mon interprétation, c'est que justement, comme vous l'avez très bien dit, en raison de son ratage, j'ai peur qu'elle prépare plutôt un retour en fanfare de Marion Maréchal Le Pen, qui n'a plus qu'à s'installer dans ses chaussures à la tête de ce beau Rassemblement national, avec un programme très marionien, si j'ose dire. Et je crois que vous ne croyez pas si bien dire, puisque Steve Bannon lui-même a été amené à commenter le voyage de Marion Maréchal Le Pen quelques jours auparavant aux États-Unis. Voici ce qu'il a dit. She is not simply a rising star on the right in France. Elle n'est pas uniquement une étoile montante en France. She is one of the most impressive people in the entire world. Elle est une des personnes les plus impressionnantes de la planète. And I can only see great things in her future. C'est QFD, hein. Oui, alors c'est pas traduit à la fin, mais je ne peux que lui prédire de belles choses dans le futur. Vous aussi, Alexandre Devecchio, vous... Non, mais ce que je peux confirmer, c'est que Marion Maréchal Le Pen a été au Congrès des conservateurs à l'initiative de Steve Bannon. Ils se sont vus et se sont rencontrés, donc j'imagine mal Steve Bannon aller au FN sans, pas l'accord de Marion Maréchal Le Pen, mais je pense qu'elle était au courant et qu'il n'y a pas forcément concurrence avec sa tante de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Steve Bannon a quand même été un des artisans de la victoire de Trump et il ne l'a pas fait avec un cacique, je dirais, du Parti républicain. Il a installé à la tête du Parti républicain un dynamiteur qui était Donald Trump. Donc je ne sais pas s'il veut faire pareil avec Marion Maréchal Le Pen, mais elle apparaît effectivement, je dirais, peut-être plus fraîche que sa tante. Elle apparaît comme un personnage politique nouveau sur la scène politique française. Et Steve Bannon aussi a théorisé le fait de rassembler toutes les droites, d'où l'idée du Rassemblement national. Voilà, c'est aussi la vision de Marion Maréchal Le Pen de fusionner les droites, et d'ailleurs pas forcément, si elle devait revenir, de revenir à la tête du FN, mais peut-être d'une formation nouvelle. Donc tout ça est intéressant pour les stratégies à venir. Après, je crois que s'il y a eu un assassinat politique, effectivement, c'est Marine Le Pen qui l'a commis lors du débat. Je crois que le Front National n'a pas un problème de nom, il n'a même pas un problème de programme ou de ligne politique, puisque on voit bien que tous les populismes, entre guillemets, ont le vent au pouls partout en Europe. Donc le problème aujourd'hui, c'est un problème de leadership, et effectivement, c'est Marine Le Pen elle-même. Donc si elle doit changer le nom de quelque chose, c'est peut-être le sien ou partir. Je ne sais pas, mais je ne vois pas de solution aujourd'hui pour le Front National autre que le départ à terme de Marine Le Pen. Mais Philippe Meyer, au-delà de son cas particulier, est-ce qu'il y a vraiment un espace politique pour le Front National aujourd'hui, entre Laurent Wauquiez d'une part, l'ombre de Marion Maréchal Le Pen d'autre part, Dupont-Aignan, Mariani qui fait un peu des propositions, enfin qui avance ses pions. Est-ce que ça ne remet pas en cause toute sa stratégie qui était quand même d'être puissante seule plutôt que s'allier avec les autres ? Il s'agit d'être celle ou celui qui sera porté par ces populismes dont Alexandre vient de parler à l'instant. Il faut quand même remarquer que Marion Maréchal Le Pen ne passe pas par la case parti. Elle a quitté le Front National et elle a annoncé qu'elle allait faire quelque chose à caractère académique. Donc elle va faire une espèce de grand laboratoire de pensée qui va s'efforcer de justement donner à la fois d'elle-même l'image de quelqu'un qui ne va pas mordre les mollets de tout le monde, qui ne va pas faire des petites phrases sur nos plateaux, etc., et qui va arriver en disant, voilà, j'avais un laboratoire d'idées, on a réfléchi sur ceci, sur cela. Je trouve que c'est intéressant de savoir si cette façon de passer par le côté va réussir ou non. Et puis, par ailleurs, moi je l'ai vue une fois à l'Assemblée nationale. Je dois dire que je l'ai trouvée très impressionnante. Et elle a 25 ans aujourd'hui, elle devait en avoir 24 à ce moment-là. C'était une séance de questions du mercredi, et les questions avaient été adressées à Mme Taubira. La droite parlait à Mme Taubira très mal. Bêtement, d'abord, bêtement, grossièrement, bêtement, avec une espèce de vindicte comme ça, de bave aux lèvres, je dirais, et des questions nulles, dont Mme Taubira se tirait en récitant un coup René Char, un autre coup Éluard, un autre coup, etc. Très bien, c'était parfait, on voyait que ce folklore était mais j'ai trouvé vraiment la droite nulle dans ce coup-là. Arrive Marion Maréchal Le Pen. Elle dit,
Madame la ministre, elle lui parle poliment, comme on parle à une membre du gouvernement, et elle lui dit, voilà, comment se fait-il que dans telle prison, tel fait ait eu lieu? Comment se fait-il que tel détenu ait pu ne pas rentrer et qu'il ne se soit rien passé? Comment se fait-il que... Là, René Char, Éluard, Édouard Glissant et tout ça, ça ne sert plus à rien. Et pour le coup, Madame Taubira s'est trouvée quelque peu prise de court. Vous voulez dire qu'elle est travailleuse? Elle est travailleuse et elle a quelque chose. Elle a quelque chose qu'on appelait autrefois le knack, cette espèce de petit truc qui fait qu'elle attire l'attention. Bon, ça ne suffit pas, il y en a d'autres qui l'ont et qui se sont perdus en route. Mais je dirais, l'addition de cette forme de charisme qu'elle peut avoir, cette capacité à travailler et cette idée d'une stratégie qui passe par les côtés mérite... Ça mérite l'intérêt et c'est ce qui est le plus intéressant. Ça me rappelle quelqu'un, oui. Lucille Schmitt, l'internaute LFP qui dit « Les pensées de Steve Bannon sont incompatibles avec celles du FN ». Ou du RN, comme on l'appellera bientôt, et ce même internaute regrette la déchéance de David Rodriguez pour qui les faits sont inexcusables, ce qui n'est pas très clair. Mais est-ce que vous pensez effectivement que la venue de Steve Bannon, comme le laisse entendre Jean-Marie Le Pen, est un peu incompatible avec le logiciel classique du Front National? Je pense qu'il y a un sujet sur le logiciel du Front National, c'est ce que je ressentais en écoutant Alexandre. Marion Maréchal Le Pen est jeune, elle attire la lumière, elle est très professionnelle, comme l'a rappelé Philippe Meyer. Elle n'a pas du tout le même logiciel de pensée que sa tante. Et notamment, c'est vrai que Marine Le Pen a été capable, sans doute avec Florian Philippot quand même, de reprendre des choses qui relèvent de la gauche, qui relèvent de Mélenchon, qu'elle a attiré à elle, ça a été démontré par plusieurs études d'opinion des électeurs, des anciens électeurs communistes, des anciens électeurs socialistes. Et on voit bien que Marion Maréchal Le Pen, elle, va plutôt vers un électorat plus conservateur, plus proche de celui de Laurent Wauquiez, plus catholique pratiquant. Donc il y a un sujet sur, au fond, quel est l'électorat du Rassemblement national ou du Front national, /Front national. Et je pense que Steve Bannon, par sa brutalité, par ce qu'il ose dire, par exemple, sur le pape, qui remplit les églises de migrants parce qu'elles sont vides, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la tonalité, à la forme que prend le débat politique en France. Et je pense que cette brutalité est tout à fait contre-productive. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui, pour cette raison-là, même a été évincé par rapport à Donald Trump. Il a peut-être aidé Donald Trump à gagner, mais il ne l'aide plus à exercer le pouvoir. Donc il y a quelque chose autour de ça. Est-ce qu'on veut être un parti de pouvoir? Est-ce qu'on veut être un leader qui accède au pouvoir en responsabilité? Je trouve que c'est important. Juste un mot, si vous permettez. Vous avez vu cet incident avec cet assistant parlementaire qui a ou qui n'a pas. Vous avez justement rappelé que la certitude de ces injures racistes n'est pas établie. Mais il y en a tout le temps. Quelle est l'horreur de faire de la politique? C'est d'avoir un parti, c'est d'avoir des militants, c'est de voir se farcir ces atrides qui sont en état d'effervescence, de torréfaction perpétuelle et qui vous balancent les couteaux dans le dos quand ils se balancent en plus les uns aux autres. On a l'impression qu'ils sont comme les divinités indiennes, pour devancer notre sujet, qu'ils ont tellement de bras qu'ils peuvent planter des couteaux partout. Marion Maréchal Le Pen, elle veut faire une académie dont elle sera la patronne, dont elle désignera les membres, mais on sait bien que ça n'est pas parce que Florian Philippot et les philippotiens-tistes, c'est philippotiens, c'est bien, que les philippotiens sont partis, que la paix est revenue à l'intérieur du Front National. Ils continuent à se manger les uns les autres, et c'est un temps, une énergie épouvantable qu'on perd à être Marion Maréchal Le Pen, ailleurs. Oui, mais justement... Christophe Deveau, quand même. Ce qui est intéressant, là, je dirais, en tant qu'un peu spécialiste de la rhétorique et des idées politiques... Que vous enseignez à Sciences Po, rappelons-le. C'est ça que... Et des académies. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle passe justement par la case académie, montrant par là son intérêt pour l'idéologie. Et elle est beaucoup plus structurée idéologiquement que Marine, qui prenait un peu à gauche, prenait un peu à droite, prenait un peu où elle pouvait, finalement. Alors qu'en effet, on a avec Marion un logiciel pur, qu'elle veut approfondir, qu'elle veut moderniser, qu'elle veut adapter. Et je crois que c'est pas bête, parce que ça me rappelle en effet un peu, alors, analogie on va nous reprocher bien sûr, mais un petit peu la démarche non conventionnelle d'Emmanuel Macron qui a cherché à passer par ailleurs, par un autre côté, par une réflexion, par des comités, etc. Et je pense que par les temps qui courent, où on n'aime pas les partis, comme vous l'avez très bien dit, et même pas les mouvements, et même pas les rassemblements, eh bien, par les temps qui courent, c'est habile dans une tactique à moyen terme. N'oublions pas qu'on est en politique toujours dans la question du temps. Et le moyen terme est bien la question qui se pose, puisque c'est 2022. Donc elle a le temps de s'armer et éventuellement, je ne dis pas que c'est son intention, j'en sais rien, de revenir.
Alexandre Devecchio, c'est un peu du gramscisme à droite. Oui, d'ailleurs, elle le dit, hein, elle cite volontiers Gramsci, et elle explique qu'elle fait un combat culturel et idéologique qui doit préparer le combat politique. Je crois que Christophe de Vogue a raison. En fait, on est dans une période de décomposition, recomposition, et la décomposition est, je crois, pas terminée, à part à gauche, où le Parti socialiste est mort et enterré, mais je crois il est sur le point de gagner une partielle, je vous rappelle, donc ne l'enterrez pas trop vite. Mais je pense qu'il a quand même pas beaucoup d'avenir. Il a disparu encore plus vite que le Parti communiste en son temps, de manière spectaculaire. Et je pense qu'à droite, on est dans la décomposition également des vieux appareils et que Marion Maréchal l'a compris. D'ailleurs, le changement de nom... vous dites même plus Le Pen, vous l'appelez Marion Maréchal. Ou Marion Le Pen, peu importe. D'ailleurs, l'exemple du changement de nom du RPR, moi j'aimais bien le RPR, est assez intéressant parce qu'on est passé du RPR à l'UMP, aux Républicains, et on a vu qu'à chaque fois ils perdaient des électeurs. Donc peut-être la disparition et du Front National et des Républicains et un mouvement nouveau. Je ne sais pas si Marion Maréchal Le Pen pourra être le leader de ce mouvement-là, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a personne dans le paysage politique pour l'incarner. Alors, je vous propose de passer de l'extrême droite à l'extrême centre avec le voyage d'Emmanuel Macron en Inde qui s'achève aujourd'hui. Alors, l'activité frénétique du président sur les réseaux sociaux, on le voit avec les tweets qu'il a envoyés, je crois plutôt hier, des photos en Inde, devant le Taj Mahal avec Brigitte Macron. Est-ce que cette activité frénétique sur les réseaux sociaux ne risque pas d'occulter un petit peu toute la dimension diplomatique, économique, voire géopolitique de ce voyage, Christophe de Vogue ? Tout cela, c'est en même temps. C'est l'illustration parfaite du en même temps, c'est-à-dire grande com, enfin un peu à la Kennedy. Et puis cette idée quand même de ramener les contrats. Mais ça, vous savez, c'est une tradition. À chaque fois, depuis que je suis la politique, ça fait quoi, 40 ans, je vois toujours les présidents revenir avec 15 milliards de contrats. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est toujours le même chiffre, vous voulez dire ? C'est toujours 15 milliards. Sauf Trudeau. Sauf Trudeau, qui a raté son affaire, sans doute. Mais bon, on sait que ces contrats sont négociés avant, commencent, enfin bref. Bon, en revanche, je crois que le vrai intérêt de ce voyage, mais ça, on va le découvrir qu'à long terme, c'est le repositionnement diplomatique et le rapprochement politique avec l'Inde. Et là, visiblement, il a bien travaillé cette question. Là, il y a véritablement un enjeu planétaire, global, comme on dit aujourd'hui. Et je pense que moi, je vais attendre des nouvelles sur cette question diplomatique, voir si l'Inde le suit dans cette ouverture et cette promesse de mariage quasi Taj Mahalesque. D'ailleurs, il l'a dit lui-même ce matin, je vous propose de l'écouter, à Bénarès, dans un discours où il appuyait justement sur l'importance des relations entre la France et l'Inde. Notre allié stratégique dans la sous-région, et la France, en tant que puissance de l'océan Indien et du Pacifique, a tout intérêt à assurer la stabilité de cet espace et d'éviter toute forme d'hégémonie qui viendrait le déséquilibrer. Il y a des petits accents gaulliens dans son discours. Alors maintenant, il n'y a plus les deux grands, mais il y a plutôt trois grands que sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Est-ce que Macron se situerait un petit peu dans cette optique de prendre peut-être la tête, sinon des pays non alignés, mais en tout cas des pays juste en dessous des trois grands ? Il y a des sujets sur lesquels il a une vision globale, pas tous. J'aimerais bien qu'il en ait une sur l'aménagement du territoire, par exemple en France, mais ça ne me paraît pas être le cas. Par contre, là, on voit bien, effectivement, c'est utile de rappeler que la France est une puissance aussi dans cette région-là. Et aussi, d'ailleurs, il me semble que dans cette négociation ouverte, amicale, apparemment des deux côtés, avec l'Inde, il y a aussi l'idée que c'est le moment de détacher le plus possible la Grande-Bretagne de ses anciennes alliances et de ce qui aidait à sa puissance. Donc, dans l'affaire, effectivement, il fait ce qu'il sait très bien faire, et je trouve d'assez mauvaise foi les gens qui gênait quand on voyait François Hollande sous la pluie à l'île de Sein avec l'air d'appuyer le SAMU pour que quelqu'un vienne le chercher, le SAMU social. Et là, tout à coup, il dit « Ah oui, mais alors, il a l'air d'être en vacances, qu'est-ce qu'il a ? Il roucoule avec son épouse. » Mais mon Dieu, qu'il roucoule avec son épouse, il a une épouse et ils sont contents de roucouler ensemble. Je ne vois pas en quoi ça a le moins du monde gêné ou ridiculisé. Que Trudeau, dont je disais un mot tout à l'heure, ait ridiculisé son pays en se déguisant d'une manière
manière infantile. Infantile. Ça vaut même pas, oui, c'est les Dupont pour Tintin. Oui, c'est ça, c'est les Dupont plutôt. Il était les Dupont lui tout seul ou la famille Dupont. Ça que, effectivement, en plus pour en revenir sans aucun bénéfice, et même sans avoir eu des contacts au plus haut niveau de l'État indien, il a eu droit au ministre de l'Agriculture, pointe à la ligne. Moi, c'est-à-dire que je suis assez content quand je vois Emmanuel Macron dans cette situation en Inde, et j'attends aussi que, sur le plan diplomatique, les fruits de ces rencontres soient mûrs. Mais Lucille Schmitt, je pense que votre fibre écologiste a dû un petit peu trembler Est-ce qu'il n'y a pas une forme de cynisme lorsqu'Emmanuel Macron prétend sortir peut-être un jour du nucléaire et vendre des réacteurs EPR à l'Inde ? Mais en fait, Emmanuel Macron... C'est encore du en même temps, vous allez me dire, Christophe. Non, voilà, il fait du en même temps, il l'a fait en Chine aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un déplacement important, Chine, Inde, il est à la fois sur les énergies renouvelables, la question de la lutte contre le changement climatique, et puis il vend du nucléaire français. Après, ce qui m'effraie un peu sur la question... Et ça n'appelle pas de commentaire mais je vais faire un commentaire, cher Jean-Christophe, mais je parle posément. Ce qui appelle un commentaire de ma part, c'est que je ne crois pas que le PR puisse vraiment s'exporter. On a essayé de le faire en Finlande. On essaye désespérément de le faire dans la Manche. Oui. Et en fait, on n'y arrive pas à chaque fois. Donc, il y a une culbute, multiplication par 2 des coûts. D'ailleurs, c'est un peu comme le TGV. Je préfère le TGV aux centrales nucléaires, mais on n'arrive pas à exporter certaines de nos grandes technologies, certaines de nos grandes innovations, certaines de nos grandes prouesses, et ça, c'est un vrai sujet. Après, quand vous regardez en fait le sujet de l'EPR, c'est pas un sujet Macron, c'est un sujet Sarkozy. C'est-à-dire qu'il faut rappeler une chose par rapport à l'Inde, c'est que c'est un des pays où c'est le plus difficile. Alors, vous disiez qu'au fond, c'est toujours comme ça. On voit après comment les contrats sont vraiment conclus au bout d'un an. L'Inde, c'est le pays où les contrats sont le moins conclus au bout d'un an. Absolument. Ça fait des années et des années qu'il y a des obstacles terribles. Et sur l'EPR, moi, j'attends de voir. Je pense qu'il y a quand même un vrai sujet sur le sismique, c'est-à-dire qu'on sait que les populations locales sont complètement mobilisées contre ça et qu'elles ont fait des banderoles, pas de nouveau Fukushima, pas de nouvelle Hiroshima. Je pense que l'image internationale de la France, c'est aussi de se dire qu'elle ne vend pas des centrales nucléaires dans des lieux où en fait il pourrait y avoir des accidents industriels majeurs. La deuxième chose que je voulais dire sur le Taj Mahal, c'est que je trouve assez étonnant qu'on n'ait pas dit une chose, c'est que évidemment Macron, quand il y va, c'est un geste politique. C'est un monument musulman. On a les hindouistes nationalistes au pouvoir et il y a un vrai sujet sur le multiculturalisme indien. Donc moi je trouve qu'en dehors du fait qu'effectivement ils ont l'air plutôt heureux, il y a un sujet sur le message politique et je trouve que cette façon de refuser la pipolisation alors que tout le monde sait très bien que c'est hyper people, tout ça, c'est une manière une sorte d'inculture par rapport à ce que représente le Taj Mahal en Inde. Il y a pas mal de nationalistes hindouistes qui trouvent que c'est un monument qui n'est pas indien. Et donc, je trouve qu'il y a un message politique dans le fait qu'Emmanuel Macron y aille. Voilà. Mais aussi féministe, peut-être aussi. Et puis, peut-être féministe aussi. Et puis, je terminerai en disant qu'on a dit que c'était aussi la diplomatie du hug, comme on dit, c'est-à-dire le câlin, là, en anglais. Modi, c'est évident que Modi apprécie Macron et veut faire de lui un vrai leader international. Et ça ne s'est jamais produit avec aucun président français. Donc ça, je trouve que c'est très important. Alexandre Devecchio, vous avez l'impression qu'il en fait un petit peu trop dans ses hugs, dans ses embrassades avec Modi? Est-ce qu'il a besoin de tout ça pour rappeler Moi, j'ai souvent dit qu'en politique étrangère, Macron était une heureuse surprise, qu'effectivement, il renouait avec une forme de réaliste gaulo-mitterrandien. Cela dit, je trouve que oui, il en fait un peu trop. Ça rappelle pas François Hollande, mais ça rappelle Nicolas Sarkozy, qui lui aussi avait été au Taj Mahal. Alors lui, il n'avait pas prévu sa visite, il était de manière surprise. Donc ils ont fait évacuer les visiteurs qui étaient là, donc ça laisse un mauvais souvenir en Inde, mais je trouve qu'il y a quelque chose effectivement du narcissisme de Nicolas Sarkozy chez Emmanuel Macron, et je pense qu'on peut se permettre d'être un peu égocentriste quand on a les résultats économiques de Donald Trump, mais ce n'est pas le cas pour l'instant pour Emmanuel Macron, donc il va falloir qu'il se méfie s'il ne veut pas finir comme Renzi. Christophe Dehogue, vous n'avez pas l'impression que c'était un message envoyé aussi aux voisins chinois? Lequel voisin chinois ce week-end il y a eu un événement assez important puisque Xi Jinping est devenu empereur quasiment à vie, en tout cas président-empereur à vie de la Chine. Est-ce que ce n'était pas aussi pour dire aux Indiens, nous vous protégerons contre l'impérialisme économique, voire plus des Chinois, ou c'est dirigé plutôt contre le Pakistan? Comment vous avez vu cette déclaration? Certainement pas contre le Pakistan, justement à cause de ce qu'on vient de dire sur le symbole musulman du Taj Mahal. Quant à la Chine, quand même, attention, la France n'est pas dans un état où elle peut, comme on disait, avertir la Chine pour la dernière fois. Je crois qu'il faut raison garder. Justement, si Macron est réaliste, non, il essaye de positionner ses pions, notamment par rapport aux intérêts régionaux de la France, et notamment militaires.
dans la région, et il va essayer de jouer de façon très gaullienne, on va dire, l'équilibre. Mais je suis certain que quand il ira en Chine, il dira qu'il aime beaucoup la Chine et il dira, il y est allé. Et il rendra hommage, comme il l'a fait d'ailleurs, à la Grande Muraille de Chine. Donc, alors, pour terminer, nous avons posé la question à nos internautes pour savoir si cette visite d'État était une réussite ou non. 52% disent oui, 48% disent non. Donc c'est assez équilibré comme ça l'était sur ce plateau. Justement, je Philippe voudrais Meyer. dire, Alexandre, que le narcissisme chez les hommes politiques, c'est comme la silicose chez les mineurs. Oui, C'est une maladie professionnelle. Il ne faut pas le montrer. De manière trop évidente. c'est même la motivation professionnelle, peut-être. Merci à tous sur ce sujet. Un jour, nous prendrons des trains qui partent. Vous vous souvenez, c'était la fin d'un Saint-Jean d'hiver d'Antoine Blondin. Est-ce que pour parvenir à ce résultat, il faudrait privatiser la vénérable SNCF qui fête ses 80 ans? Alors, Édouard Philippe a assuré qu'il n'en était pas question. Le rapport Spinetta ne l'envisageait pas non plus. Mais certains, comme Alexis Corbière, le député de Seine-Saint-Denis de France Insoumise, ce matin sur France Info, avait l'impression que c'était quand même l'arrière-pensée du gouvernement. Pour quelle raison modifier le statut des cheminots ? Pourquoi ? Pourquoi, si c'est pas pour permettre aujourd'hui que demain une privatisation soit possible ? Sinon, je comprends pas. Surtout qu'en vérité, après avoir tapé sur les cheminots, beaucoup disent non, mais en fait, ils sont pas du tout responsables du problème de la dette. Ils bénéficient d'aucun avantage particulier. Ils partent à la retraite comme tout le monde. Ils ont des salaires. Moi, j'ai fait des réunions avec des cheminots. Les gars, après 20 ans de boîte, 1 900 €, 2 000 €. Ah, vous avez vu, à la fois, on provoque, puis après, on dit non, mais c'est pas le problème. Mais pour quelle raison ? Pourquoi les gens devraient plus être embauchés sous statut de cheminot ? Bon, le statut des cheminots, on n'en est pas encore sorti, Philippe Meyer. Non, je pense que M. Corbière aurait intérêt à travailler un peu les sujets dont il parle, ça ferait sans doute avancer les choses. Un mot sur la SNCF. La SNCF fait partie, j'allais dire presque de notre patrimoine mental. Une des raisons pour laquelle on se sent en confiance dans ce pays, c'est que la SNCF marche. Enfin, c'était que la SNCF marchait. Et puis, ça s'est progressivement, mais avec une progression assez rapide, ça s'est effondré. Ça s'est effondré, peut-être faut-il remonter ça, est-ce qu'on s'en souvient encore d'ailleurs, au système Socrate, qui avait été installé sous la présidence de M. Fournier, qui devait sa présidence à sa proximité avec François Mitterrand, et qui avait instauré un système de réservation qui a été une pure catastrophe. C'est la première fois que la SNCF s'est trouvée cul par-dessus tête et s'est trouvée ridicule. Alors que c'était vraiment, il y avait quelque chose de maternel, ou de même grand maternel avec la SNCF, parce qu'au fond, on n'a pas de complexe d'Oedipe avec ses grands-mères, avec sa mère, il paraît que ça peut arriver. Ce désastre est beaucoup plus que le désastre des transports lui-même. Ajoutez à ça que depuis, en ce qui concerne le fret, par exemple, qui serait un progrès considérable, on a plutôt marché à reculons, et en tout cas, on n'a certainement fait aucune espèce de progrès. Qu'en ce qui concerne les petites lignes, avec l'importance qu'elles ont dans ce dont je rappelais tout à l'heure, le caractère extrêmement urgent, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, le rapport Spinetta sur ce plan-là, c'est franchement, on se dit quand même, il y a des coups de pied dans le derrière qui devraient Édouard Philippe ne retient pas. Oui, il ne le retient pas, mais enfin, qu'il y a eu quelqu'un à qui on confie un rapport. Sauf si c'est à dessein pour que Édouard Philippe dise qu'il ne le retienne pas. Oui, alors dans ce cas-là, en effet, là, c'est une habileté, un machiavélisme politique un peu rudimentaire, mais enfin qui en effet pourrait avoir marché. Mais l'état de ces lignes régionales est absolument... je veux dire, on voit à certains endroits, je pense par exemple à la ligne aérienne qui part de Figeac, ou à la ligne ferroviaire nocturne qui part de Figeac ou qui part de Rodez, où les populations en sont à réclamer que la ligne soit maintenue malgré l'état absolument répugnant des wagons et des installations dans lesquelles ils doivent passer la nuit pour aller à Paris. Bon, moi je proposerais une chose, c'est qu'il y ait un véritable audit dans la dimension historique de la SNCF, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que les voies sont dans cet état-là, qu'est-ce qui a fait que des lignes ont été fermées, qu'est-ce qui a fait que les TGV ne donnent pas les résultats qu'on attendait qu'ils donnent, qu'est-ce qui a fait d'ailleurs qu'ils ne fonctionnent pas si bien que ça, et pour des raisons familiales à le prendre très souvent, je dirais qu'à peu près 1 sur 3 a un retard qui est un retard substantiel. Donc qu'on fasse un état des lieux et qu'on essaye de réfléchir à la manière de reprendre, sur combien d'années, de reprendre cette SNCF. Privatisation ou pas privatisation, il y a beaucoup de raisons de se méfier de la privatisation qui sont les exemples étrangers
Et notamment, on l'a vu, l'exemple britannique sur lequel Ken Loach avait fait un film absolument remarquable. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a un sous-entendu, selon vous, au sein du gouvernement? Est-ce qu'en fait, on voudrait se privatiser? Est-ce qu'il y a une intention dans ce sens-là, Lucille Schmitt? Est-ce que vous pensez, comme Alexis Corbière, moi, je ne suis pas du tout paranoïaque, en fait. Non, je pense qu'il y a un côté paranoïaque dans sa manière de présenter les choses. En revanche, on sait très bien, on en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau, que dès septembre, avant même la commande du rapport Spinetta, avait été affiché par Emmanuel Macron dans la revue interne de la SNCF, le fait qu'il voulait changer le statut, etc. Donc il y a quelque chose autour de l'envie, de toute façon, d'en finir avec ce qui est... Bien sûr. Donc de réformer vraiment. Je ne sais pas si c'est réformer vraiment, mais en tout cas, il y a l'idée d'en finir avec l'exception. Et à partir de là, cette focalisation sur la question du statut, Philippe Meillat a raison de dire que le statut des cheminots, ce n'est pas la crise de la SNCF. On présente ça au centre du débat, alors que le sujet, et là-dessus, il faudrait quand même, je l'ai déjà dit, mais revenir sur les responsabilités de la direction de la SNCF, de l'État actionnaire, sur les politiques d'investissement. C'est-à-dire que quand on décide de faire du tout TGV, et ça c'est très important, si on compare avec l'Allemagne, l'État allemand a repris la dette de la compagnie de chemin de fer allemande parce que, quelque part, au fond, c'est une demande de l'État d'avoir obligé la SNCF à avoir fait des lignes spécifiques pour le TGV, alors qu'on aurait pu faire fonctionner les trains sur les lignes habituelles. Et dans ce cas-là, on aurait maintenu les lignes. Donc on a un problème, c'est que les lignes sont dégradées, le TGV fonctionne mal et les petites lignes n'ont pas été aménagées. Donc le sujet, c'est que l'aménagement du territoire et la SNCF, aujourd'hui, sont à 1000 lieues, alors que c'était un outil d'aménagement très important. La deuxième chose que je voulais dire, je pense que je serai la seule sur le plateau à le dire, c'est que moi j'ai lu le contre-rapport qui a été préparé par la CGT par rapport au rapport Spinetta, et que je trouve que ce qui est passionnant dans ce rapport, dont je ne partage pas toutes les conclusions, c'est qu'il aborde des choses que M. Spinetta apparemment a toujours évacuées de sa pensée, la question écologique et le fret, la question du fait que le service public, la France et la SNCF, il se trouve que c'est quelque chose de profondément imbriqué. Le fait que la fierté sociale, ça fait aussi partie de la destinée d'une entreprise. Donc on dirait que c'est un rapport sur les prémices qui est un rapport gouvernemental sur l'intérêt général. Tandis que le rapport Spinetta, c'est ça coûte trop cher, voilà ce qu'on va faire. Et moi je regrette qu'aujourd'hui, dans les rapports qui sont commandés par le gouvernement, on n'ait pas quelque chose qui revienne à une vision plus large, plus globale, de plus long terme. Alexandre Devecchio, pour vous, une privatisation, c'est l'arrière-pensée du gouvernement ou... C'est même pas l'arrière-pensée, puisque le gouvernement fait ça sous la pression de Bruxelles. C'est dans le traité sur le fonctionnement européen. Pour le coup, Alexis Corbière a pas tort, et donc c'est la première étape à la privatisation. Moi, je suis pas contre le fait qu'on parle du statut des cheminots, mais là, on est quand même dans l'arnaque, puisque si on ouvre à la concurrence, mécaniquement, ça va entraîner une privatisation. Et je pense que ce serait une catastrophe, parce que ça signifierait et effectivement la fermeture des petites lignes, c'était dans le rapport Spinetta, et on sait que la France périphérique est déjà en manque de services publics, il y a un problème effectivement d'aménagement territorial, et là on aurait la fermeture de centres-villes et des milliers d'emplois supprimés, donc je pense que ce serait une catastrophe. On peut parler plus longuement de l'exemple britannique quand même, le prix 6 fois supérieur à la moyenne européenne, 117% d'augmentation entre 1995 et 2015. Et pour l'anecdote, le train de 7h29 sur la ligne Brighton qui n'est pas arrivé une seule fois à l'heure en 2014. Donc voilà pour l'exemple. Ouais. Pour l'exemple britannique. Et j'ajouterais, pour finir simplement, qu'Alain Juppé avait commencé, alors c'était pas encore là, mais comme je crois que la SNCF a effectivement une dimension de patrimoine national, même si sans doute il faut la réformer en profondeur, mais je crois que parfois on a besoin de plus d'État et pas forcément de moins d'État, ou du moins de mieux d'État, avait déjà commencé sur cette voie et s'était quand même mis une bonne partie de la France à dos, donc peut-être que Emmanuel Macron est l'héritier d'Alain Juppé. Mais comment on réforme, comme le rappelle Jordan, qu'est-ce qu'on fait des 50 milliards de dettes de la SNCF, par exemple? Alors là, je vais peut-être aussi le seul à en parler, parce qu'on a vu de belles choses sur l'aménagement du territoire, le service public, on a tout entendu, etc., le devoir de la France, la tradition nationale, mais enfin, à 14 milliards d'euros par an d'argent des contribuables, ça commence peut-être à faire un peu beaucoup, non? Et à 100 milliards de dettes cumulées, franchement, je trouve il faut aussi de temps en temps redevenir un petit peu raisonnable, et surtout lorsqu'on sait que la dette due au TGV, c'est une chose, mais que la SNCF fonctionne à 30% plus cher en coût de gestion que ses rivaux.
que ses concurrents. Donc ça n'a rien à voir avec le TGV, ça a à voir avec le statut des cheminots, il faut bien le dire, et la gestion de l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs pour que cette question de la gestion d'entreprise sur les années soit évoquée, mais encore une fois, pas pour noyer le poisson, qui est qu'il y a une urgence financière. Et que si vous raisonnez comme ça, surtout en France, eh bien vous avez ce qui se passe, c'est-à-dire 57% de dépenses publiques, c'est-à-dire 2200 milliards de dettes, et continuons. D'ailleurs, je rappelle la Par question... ailleurs, je précise qu'il y a 2 fois moins d'accidents graves sur les lignes anglaises privatisées que sur les lignes françaises. Chiffre que personne ne veut jamais rappeler. Ah, c'est vrai. Tout dépend des... Ah oui, mais... Lucille Schmitt, oui, en moyenne. Un dernier mot. Un dernier mot sur la question financière qui est toujours mise en avant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est quand même... jamais mise en avant. Enfin, il me semble qu'elle est très mise en avant dans le rapport Spinetta. Ah oui, mais pas ici. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de comparer les investissements qu'on a fait pour le chemin de fer et ceux qu'on fait pour la route. Oui. C'est-à-dire qu'on continue à faire très massivement des investissements sur la route et on ne choisit pas le chemin de fer. Et quand on fait, effectivement, il y a l'écart Macron, mais il n'y a pas que ça. Et donc le sujet, c'est peut-être de voir aussi comment est-ce qu'on affecte les ressources fiscales d'une manière telle qu'on ait une stratégie ferroviaire. Et ça implique simplement de faire des choix par rapport à la voiture. En tout cas, les internautes pensent comme Alexis Corbière et Alexandre Devecchio à 54%. La question Twitter, le gouvernement entend faire passer sa réforme de la SNCF d'ici l'été. Pensez-vous qu'elle sera privatisée? Ils répondent oui. Donc les uns parlent paranoïa, les autres parlent lucidité, réaliste, visionnaire. C'est les faits. Je ne sais pas s'ils y arriveront. D'ailleurs, le mécanisme est lancé. Elle ne peut pas être privatisée, elle n'est pas privatisable. Mais qui va acheter la SNCF? Ils ne vont pas acheter la SNCF, il y aura des voies publiques et des compagnies privées. Mais qui à cette table va mettre de l'argent dans la SNCF Les amis, nous allons aller direction en Rome, en train, à pied, en avion, pour rejoindre le pape François qui fête demain ses 5 ans au Vatican. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après 5 ans, on a toujours un peu de mal à savoir si ce pape est au fond conservateur ou révolutionnaire, n'est-ce pas, Alexandre Devecchio? Quel est votre point de vue sur le pape François au Moi, hasard? j'aime bien les révolutionnaires conservateurs, généralement. Mais souvent, les plus révolutionnaires le sont parce qu'ils sont conservateurs. Exactement, c'est ce que dit Régis Debray, que finalement, le principe de la révolution, c'est de faire le tour à 180 degrés. Donc, ils sont réactionnaires, du moins d'une certaine manière. Après, sur le pape François, je dirais qu'il a l'incohérence de certains internationalistes comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui sont contre le libre-échange au niveau des capitaux et des marchandises. Pourquoi pas, je les rejoins plutôt là-dessus, mais qui sont ultra favorables à la libre circulation des personnes et donc à l'immigration. Et là, je pense qu'il faut être totalement cohérent et que le pape François devrait plutôt inciter les gens à vivre chez eux et les pays qui sont en difficulté à faire des efforts pour leur prospérité. Donc je crois qu'il y a un peu de démagogie chez ce pape-là sur la question de l'immigration. Je suis sûr que Lucille Schmitt, vous n'êtes pas d'accord parce que je pense que vous êtes très sensible au retour du discours de doctrine sociale de l'Église que peut tenir le pape François. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que je suis aussi prévisible. La revue Esprit me semble plutôt tenante de cette ligne. Je suis comme beaucoup de personnes non pratiquantes très enthousiaste sur le pape François. Alors le sujet, c'est est-ce qu'il veut remplir les églises, comme dirait Steve Bannon. Je trouve que ce qui est fascinant, c'est que c'est quand même un pape intellectuel. C'est-à-dire que pour la première fois depuis de longues années, ou peut-être la première fois de ma vie, j'ai lu une encyclique du pape qui s'appelle Laudato Si et qui est une encyclique écologiste. On m'en a parlé, à l'époque j'étais en voyage... mon empreinte carbone, assez loin en Nouvelle-Zélande, et on en parlait. Je veux dire, c'était un texte, peut-être il était mondialisé, cher Alexandre Devecchio, mais en tout cas, il y avait une discussion possible entre des personnes qui ont finalement des horizons assez différents. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez remarquable. Après, je trouve que cette espèce de débat sur la migration et le fait de reprocher au pape de plaider l'accueil est quand même un truc qui montre que les catholiques sont racornis. C'est-à-dire qu'il y a un sujet sur pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plaider l'accueil, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plaider la lutte contre la pauvreté lorsqu'on est catholique et lorsqu'on dirige l'Église. Je pense qu'il a fait des choses assez remarquables pour faire du Vatican autre chose qu'un paradis fiscal. Et je pense qu'en revanche, je ne sais pas s'il est conservateur là-dessus, mais il peine sur la question de la pédophilie. Et je pense que là, il va être jugé, et c'est un sujet très important. Voilà, donc je pense que c'est un pape qui a engagé, effectivement, qui a un vrai programme politique. Et pour moi, politique n'est pas un gros mot. Philippe Meyer, on a l'impression que la réforme financière, c'est quelque chose dont on lui est assez gré au pape François. Il a quand même nettoyé l'écurie, les écuries... Écoutez, la curie et les écuries. Moi, je suis non seulement un partisan
pape François, mais je suis partisan qu'on le nomme aussi à la tête de la SNCF. Je ne vois que lui qui soit capable de réformer quelque chose d'aussi irréformable. Indépendamment de la sympathie personnelle qu'il dégage, en tout cas qu'il dégage à mes yeux, et qui a commencé pour moi le jour de son élection, quand il est allé au balcon et qu'il n'a pas dit qu'il était pape, il a dit qu'il était l'évêque de Rome, ce qui était se mettre lui-même à un niveau d'une grande modestie, et en même temps se définir comme un pasteur, et non pas comme une espèce de leader qui soit ou non charismatique. Qui se soit attaqué à la curie, dont moi j'étais très proche du cardinal Lustiger, j'ai entendu pas mal de choses sur le fonctionnement de la curie, je n'imaginais pas qu'on puisse les attaquer de la manière aussi, je dirais, frontale et en même temps honnête. Il y a des discours du pape aux cardinaux où il leur... Je prie nos seigneurs, les cardinaux, de pardonner cette insolence, mais il leur remonte les bretelles très très haut. Et il a les meilleures raisons et le meilleur vocabulaire pour le faire. Je suis d'accord avec Lucile sur le fait que je ne trouve pas exact de dire que le pape encourage l'immigration. Le pape dit « ils sont là », vous savez dans quelles conditions ils sont arrivés, vous savez dans quelles conditions ils sont accueillis, et le pape, il est quand même installé en Italie, pays de l'île de Lampedusa, et il voit cette Méditerranée qui est un cimetière. Et il voit arriver ces gens, dont certains sont des réfugiés économiques, d'autres sont des réfugiés politiques, toutes sortes de choses. Toujours est-il qu'il n'y a personne dont on puisse s'étonner moins que du pape, qu'il dise, écoutez, ils sont ici, vous ne pouvez pas leur claquer votre porte dans la figure. Il ne dit pas, vous devez faire comme Mme Merkel, vous devez faire comme M. Trudeau, vous devez faire comme nous, ou comme M. Trump. Mais il dit, vous ne pouvez pas regarder ailleurs. Franchement, c'est le moins qu'on puisse attendre du pontife catholique que de dire, vous ne pouvez pas regarder ailleurs que cette misère du monde. Non, moi, je m'exprimais en tant que laïc. Cela dit, il va plus loin que ça, il faut quand même être tout à fait honnête. Il a parlé d'extension de la politique de regroupement familial, par exemple. S'il s'était contenté de tendre la main à ceux qui sont là et qui sont démunis, effectivement, il aurait été dans son rôle. J'ai parfois l'impression qui va plus loin et qui fait de la politique. Et c'est là le problème, c'est que quand au-delà on est de le son pape, statut de conscience morale, voilà, vous voulez dire, quand on est le pape, on a une conscience, on a un rôle de conscience, mais il faut conjuguer, à mon avis, l'éthique de responsabilité et les grands principes, et il ne le fait pas toujours. Mais on ne peut pas quand même, pardon, mais juste un tac au tac, mais c'est juste sur la famille. On ne peut pas dire qu'on plaide pour la famille uniquement quand il s'agit des familles occidentales. Je veux dire, le droit à la vie en famille, c'est un principe catholique, je crois. Non, je ne crois pas que ce soit ce qu'il fait, justement, étant argentin, il n'a pas du tout de vision occidentalisée européenne. Oui, mais c'est juste que le regroupement familial, ça me semble normal que le pape plaide pour le regroupement familial. Il y a regroupement familial et regroupement familial. Christophe de Vogue. Oui, moi je crois qu'on aurait d'ailleurs, avec la merveilleuse transition de Philippe Meyer sur la SNCF, mais on aurait pu aussi parler du pape François juste après Emmanuel Macron, car nous avons affaire à deux en même temps, si j'ose dire, conservateurs et révolutionnaires. Un jésuite et un élève de Jésus. Exactement. Et ça compte énormément. Vous me retirez le jésuitisme de la bouche. Je ne le ferai plus. C'est vrai qu'il a fait toute sa scolarité dans un collège jésuite, Emmanuel Macron. Donc, et comme par hasard, on retrouve cette rhétorique, cette façon de penser d'un côté et de l'autre. Et justement, je suis assez d'accord avec ce que dit Alexandre Devecchio, mais il a été justement macronien, le pape, puisqu'il a dit, certes, ouvrons notre porte aux migrants, et en effet, un chrétien peut difficilement dire autre chose quand même. Enfin, il suffit de lire l'Évangile. Mais les gouvernants ont quand même une obligation de prudence. Hein. Le mot est choisi. Et ça a un sens chez les jésuites, la prudence. Et il dit à plusieurs reprises comme ça qu'il faut quand même ne pas faire n'importe quoi et ne pas dire coucou, entrez tous, etc. Donc il est aussi sensible au risque d'un contre-choc. D'autre part, peut-être quand même, et là moi j'ai un petit peu, je trouve qu'il a un peu raté une occasion vis-à-vis de ces réfugiés, notamment quand il n'a pas beaucoup manifesté de solidarité explicite avec les chrétiens d'Orient. Je trouve qu'il avait une belle occasion quand il est allé récupérer des familles à Lampedusa. Il aurait pu prendre un ou deux chrétiens, ça n'aurait pas été choquant pour le pape, hein, je crois. Et là, je pense qu'il y a un problème de sensibilité. Je crois que c'est il a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. C'est un homme d'Amérique latine qui perçoit mal quand même les problématiques qui sont celles de l'Europe, qui sont celles de la relation entre l'islam et le christianisme. Parce que, évidemment, les musulmans en Argentine, c'est quand même pas une immense minorité. Et il ne débarque pas, que je sache,
actuellement sur les plages argentines. Donc, je pense qu'il a peut-être... c'est normal, hein, on est façonné par sa formation, notamment de jésuite et d'argentin, et je crois qu'il aurait quand même un petit peu intérêt à envoyer justement, en même temps, des signaux un petit peu plus rassurants pour une population européenne qui, à tort ou à raison, est terriblement inquiète sur ces sujets. Et donc on ne peut pas simplement se considérer, dire « oh c'est bien la migration, accueillons-les ». Les gens sont terriblement inquiets. Merci Christophe De Vogue. Je signale que plusieurs de nos internautes d'ailleurs considèrent que le pape est un peu démagogue. Et en tout cas, à la question savoir si son bilan est positif au bout de 5 ans, la réponse est oui quand même à 56% et non... Les internautes sont au courant que 44%. Une fois que le pape est élu, il est élu. Il ne se représente pas. En tout cas, si vous voulez, je vous signale que demain matin, l'émission des décrypteurs sera consacrée pendant 1 heure justement au pape François pour aller plus loin que ce que nous avons pu dire ce soir. En tout cas, point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. Point de vue, l'émission revient demain après-midi à 17h10 avec la majestueuse Marie-Amélie Lombard. Bonsoir à tous et merci à tous les 4. Merci. 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 Sur les résultats des élections italiennes, pour vous, elles sont la preuve qu'il n'y a pas d'opposition, ou qu'il n'y a plus d'opposition entre une Europe de l'Est, qui serait hostile à l'immigration, et une Europe de l'Ouest plus ouverte? Écoutez, les élections s'accumulent et les résultats sont toujours les mêmes. L'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, après le Brexit, tous ces pays-là, les élections se sont faites sur l'immigration et les peuples ont tranché. Dans le même sens que les dirigeants de l'Est. En fait, l'Alliance européenne, on nous disait l'Europe est coupée en deux, l'Est et l'Ouest, les sociétés de l'Est n'ont pas de tradition démocratique ancienne, donc c'est pour ça qu'ils ont des réactions comme ça, populistes, comme on dit aujourd'hui. Et puis l'Ouest, des vieilles sociétés démocratiques, multiculturelles, etc. Tout ça est digéré à l'Ouest. Non, les peuples de l'Ouest sont d'accord avec les dirigeants de l'Est. La réconciliation européenne, elle est là, sauf qu'elle se fait sur le dos des dirigeants de l'Ouest et des dirigeants de l'Union européenne. Parce que pour vous, la clé aujourd'hui, c'est l'opposition entre les peuples, les nations, quand elles votent démocratiquement, et ce qu'on vous appelez les valeurs de l'Europe. Si vous voulez, c'est un problème qui est inextricable. On est, depuis 1945, hanté par le traumatisme hitlérien. Et donc nos pays occidentaux, on le voit pour l'Allemagne, mais aussi pour la France, pour l'Italie, se sont construits sur ce qu'on appelle les valeurs occidentales, les valeurs de l'état de droit, c'est-à-dire que, en vérité, toute norme, toute action politique doit être sous la surveillance du juge. Or, ça rend impossible l'action politique, et en particulier dans le cadre de la vague migratoire que nous subissons. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, regardez pour l'Italie, voilà, on va être concret. On dit l'Italie a été abandonnée par l'Europe et tous les gens se déversent sur sa frontière. Non, elle n'a pas été abandonnée. Elle a été empêchée par la jurisprudence européenne de se défendre. C'est pire. C'est-à-dire que la jurisprudence européenne, dans des arrêts sur l'Italie d'ailleurs, a interdit aux Italiens de renvoyer les migrants, a interdit de les renvoyer collectivement, c'est-à-dire qu'on doit les renvoyer un par un, les a obligés à aller les chercher à partir du moment où ils étaient dans la Méditerranée, les a obligés à partir du moment où ils étaient sur les bateaux, à la grande joie des passeurs. Bref, la jurisprudence européenne a interdit à l'Italie d'arrêter cette vague migratoire. Vous comprenez, c'est pas la même chose. Et pourquoi ? Parce que c'est une philosophie. C'est une philosophie de la société ouverte, c'est une philosophie de l'absence de frontières, c'est une philosophie des hommes interchangeables. Donc les hommes ne sont pas avec leurs racines, leur culture, leur ethnie, leur couleur de peau, etc. Non, ils sont des consommateurs et des producteurs. C'est tout. Vous évoquez l'état de droit, vous voulez quand même pas remettre en question ce qu'on appelle classiquement l'état de droit, c'est-à-dire en fait les règles démocratiques. Non, ça n'a rien à voir. Comment vous dire ? Vous êtes trompé par le discours dominant depuis 1945. L'état de droit et la démocratie, ça n'a rien à voir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. D'accord ? Bon. L'état de droit, c'est une théorie du 19e siècle allemande qui s'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, s'est répandue après la Seconde Guerre mondiale en Europe, en Allemagne d'abord, avec le fameux Habermas, le philosophe, et en Europe, dans toute l'Europe, qui dit que toute action politique doit être contrôlée par le juge. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'un côté, on a la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. De l'autre, on a l'état de droit, c'est le pouvoir des juges.
Ça n'a rien à voir. Mais surtout quand les juges... Le juge décide en fonction des principes, dont on peut considérer qu'ils sont supérieurs au vote démocratique. C'est pas la démocratie, ça. Ça s'appelle l'aristocratie juridique, l'oligarchie juridique. Ça s'appelle pas la démocratie. La démocratie, ça veut dire que rien n'est au-dessus du peuple. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de droit, vous comprenez? Ça ne veut pas dire que... Mais le droit, il est exprimé par la loi qui est votée par les représentants du peuple. Et le juge, même Montesquieu dit ça, n'est que la bouche de la loi. L'état de droit, c'est pas la même chose. C'est le juge qui détermine en fonction des principes, qu'il interprète de lui-même, à propos de vagues textes dans les déclarations des droits de l'homme dont il fait ce qu'il veut. Et il dit, voilà, on doit faire ci, on doit faire ça. Non, ça ce n'est pas la démocratie, c'est l'état de droit. Je pense que ça va être le vrai nœud gordien de l'avenir, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir entre la démocratie et l'état de droit. Merci Éric Zemmour.